fait quoi? On fait un ping-pong. Ah, un livre chacun? Ouais. Bah ouais, chacun. On fait ça. Ouais, ce sera plus sympa. Salut. Faire un tunnel avec une personne. Bienvenue à tous, bienvenue sur Club Distro, la première et petite émission sur Twitch de fanzine et de collection de livres. Je suis Philex. Et moi, c'est Guy. Et ben Guy, qu'est-ce qu'on va montrer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a décidé de se faire une petite thématique strip. Donc bande dessinée en une bande dessinée en une page. Ça à la base c'est les trucs américains où ils font genre un épisode par jour dans un quotidien, un gros épisode le dimanche, etc. On va voir ce genre de trucs dans les différents livres qu'on a pris. Et on s'est dit que c'était un bon truc pour commencer, de commencer par des petites histoires en bande dessinée. Et puis après, peut-être qu'on verra les mangas en 50 tomes, mais pour le moment, on reste sur les strips. Le Club Distro spécial manga en 50 tomes. Bonjour, salut à tous. Salut tout le monde. Ah, ça fait plaisir de vous voir arriver sur ce stream de manière spontanée. Et ben, à toi l'odeur. Ouais, Guy, alors, par quoi je vais commencer? Allez, je vais commencer par celui qui m'a donné envie de faire l'émission, je pense. C'est Intermezzo. Alors, Intermezzo, c'est une série d'un auteur japonais qui s'appelle Tori Miki, qui est passé plutôt au scénario maintenant, je crois qu'il fait plus trop de dessins. Et Intermezzo à la base, c'était, il me semble, en couverture d'un programme télé japonais. Ah ouais? Ouais. Parce que je connaissais, mais d'où le je format savais pas bizarre. ça. D'où le format bizarre carré, il y avait genre le titre, si je me rappelle bien, et en dessous tu avais un gag d'Intermezzo comme ça. Donc vraiment un espace vraiment bizarroïde pour mettre une bande dessinée. Et donc il y a ce côté, peut-être pas quotidien, mais en tout cas hebdomadaire, avec un gag à chaque fois sur une page. Et c'est une bande dessinée qui est complètement absurde. Alors pour ceux qui lisent à la maison, sens de lecture japonais. Tiens, mets-toi là. Je vais te- Allez. Ah oui, pour éviter d'avoir trop de monde là. On va Et donc on a ce héros récurrent qui revient, qui est sans doute un peu un avatar de l'auteur. Quelques autres personnages récurrents dont on reconnaît les têtes d'une BD à l'autre. Et vous allez avoir à chaque fois des petites histoires absurdes avec parfois des délires graphiques, des inventions visuelles qui vont faire penser un peu à Loubapo ou ce genre de truc. Ah voilà, typiquement ce genre de truc. Voilà, avec des gags qui sont parfois compliqués à comprendre. Parfois on met genre, je sais pas, 10-20 secondes à réagir au truc. Ouais, il y a des trucs, c'est vraiment, tu relis le truc plusieurs fois, tu essaies de comprendre ce qui se passe. Là, par exemple, on a celui-là de gag, voilà, hyper visuel. Donc on a notre personnage qui regarde le mont Fuji, qui s'écrase au fur et à mesure. Il commence à se retourner, puis ça commence à faire une lune dans le ciel. Alors là, le gag complètement visuel. Il n'y a pas vraiment de blague en fait, c'est juste un truc visuel comme ça, hyper absurde. Et de temps en temps, il va y avoir des trucs vraiment hyper drôles. Allumé. J'avais lu le premier tome de ça, mais j'ai pas de souvenir de ça. Ah ouais, non, mais il y a des trucs. Là, par exemple, on a une référence à une légende japonaise avec, je crois, c'est Momotaro qui est né dans une pêche. D'accord, ok, ouais. Ah oui, ouais. Il me semble. Hein. Je dis peut-être Momotaro, des bêtises. bébé dans la pêche, ouais. C'est bon, voilà. Donc on le voit. Il y a peut-être le. Le texte. Il y a peut-être des gens qui connaissent déjà. Et donc, le bébé arrive, il commence à grandir hyper vite. Il part à l'école, il gagne son premier tournoi de marathon, il révise pour les examens et tout. Et là, il se réveille de son rêve et genre, il vient le tabasser en pleine nuit avec une batte de baseball. Voilà, c'est que des trucs complètement absurdes comme ça. En fait, je pense que dans la dernière case, il rêve qu'il lui apporte des trésors, Ouais. c'est ça. Ouais. Et en fait, parce que ça doit être dans la légende, et en fait non, il va juste le taper parce que c'est un ado. Exactement. Au secours, quoi. Alors on retrouve cette petite astuce là pour transformer une case en pensée comme ça. Je suis désolé, c'est le stream du réglage en même temps. C'est la netteté qui est pas bonne. Ouais, là, il fait pas le point sur nos grosses têtes. Ah, marrant. Shit. Est-ce qu'il y a un truc devant là, qui fait que ça... Qu'est-ce qu'il voit là? Qu'est-ce qu'il a dans son champ de vision qui fait que c'est pas net? En fait, c'est le seul problème de ces cams, c'est qu'elles ont... Ah, ça y est. Ouais, c'est mieux. Bon, C'est pas ouf, mais c'est mieux. D'accord, ok. Bon. Très bien, vas-y, je suis désolé de te couper. Ouais, t'inquiète. C'est la première, donc il y a le petit réglage technique en live.
là, il retire une chaussette et il commence à fumer sa propre chaussette. Et là, on voit une meuf qui fume son gant, un mec qui fume son caleçon. C'est que des trucs hyper Mais ça absurdes n'a comme aucun ça. sens. Ah ouais, mais moi j'adore. Ah oui, d'accord. C'est ok. vraiment de l'humour hyper absurde. Et il y a une espèce d'univers qui se construit au fur et à mesure parce qu'il y a cette espèce de personnage récurrent et qu'il arrive toutes sortes d'aventures complètement absurdes, etc. Là, par exemple, il va dans un bain, il y a de plus en plus de monde. Et au bout d'un moment, ça fait une espèce de géant en gens collés Ah les uns oui. aux Ah, mais autres. ouais, ça, Voilà. je comprends la blague. Ouais, voilà. Je Ouais. blague, je Mais blague. en fait, c'est vraiment le genre de mauvais bouquin. esprit. Ouais. Je dirais que c'est le genre de bouquin, faut rentrer dedans pour Ouais, commencer à ouais. comprendre l'humour. Et t'es D'accord, pris en ok, ok. otage par l'humour, t'as une espèce de syndrome de Stockholm, d'humour absurde qui te Trop prend au bout d'un bien, trop moment. bien. Et il y a 4 tomes, alors je sais plus si c'est encore disponible. Et à la base, ça avait été publié par IMHO, pardon. Ah, Voilà. Imo, ouais, moi je Ouais. dis Imo. Ah, donc Imo, il y a d'autres choses de Imo dans ma sélection. Ah bah moi. voilà, ouais. Donc, Ouais, Imo qui est une maison d'édition absolument géniale, qui a fait Bah pas mal ouais. de trucs, et qui est notamment le gars qui dirigeait Imo, c'était le gars qui était à la tête de la revue qui s'appelait Kaboom, me semble-t-il. Ah ok, d'accord. Bon, écoute, Voilà, je ça, savais c'est pas. pour le lore. Les petites Ouais, ouais. anecdotes. Voilà, donc ça c'était mon premier exemple de strip. Voilà, donc avec ce format, moi que j'aime beaucoup, carré comme ça. En plus. Ça, Qu'est-ce qu'on choisit après? Tu veux un truc historique ou un truc barré? Est-ce qu'on enchaîne sur du barré après du barré ou Ou on rompt complètement le truc Ah pour. ouais. Tu sais quoi, on va faire en pointillé, on va prendre un truc historique pour le coup. Un point d'historique. Ouais. Bah, on va commencer par le starter. Starter from starter. Ah bah ouais. Carrément. C'est from nowhere now we here. Alors, j'imagine que vous connaissez tous Winsor McCay. Winsor McCay, c'est un des pères fondateurs de la bande dessinée moderne, de la bande dessinée tout court. Winsor McCay commence la bande dessinée au début du siècle dernier, donc à peu près en, je dirais, 1915, à peu près. Je sais pas les dates. Je connais C'est pas avant par cœur. même, c'est avant, ouais. Parce que c'est. Je dirais que. Faudrait regarder le copyright, mais je dirais que c'est avant 1910 pour le coup. Ah oui, d'accord. Il commence à bosser, ouais. 79, ah non. Non, c'est pas Non, mais de je déconne. Oui, c'est ça. une blague. Enfin, bon, qu'importe. Bon, on révisera l'histoire. Ah oui, alors pour tous les amateurs et amatrices, je fais des streams histoire de la BD sur ma chaîne et je pense qu'on lira ça en stream si ça vous dit. N'hésitez pas à aller vous abonner. Donc Winsor McCay, c'est un des pères fondateurs de la bande dessinée et un des pères fondateurs de l'animation. C'est quelqu'un qui a inventé énormément de trucs. C'est quelqu'un qui reste dans l'histoire pour ses inventions et notamment pour son originalité qui restera à tout jamais marquée. Vous le connaissez toutes et tous pour Little Nemo. Alors, Ouais. on pourra les regarder brièvement tout à l'heure, mais c'était assez amusant de sortir ce livre-là parce que c'est un livre qui n'est pas particulièrement connu. On sait rarement que avant Little Nemo, c'est l'histoire d'un petit garçon qui mange de la fondue au Chester et qui, après avoir mangé trop de fromage fondu, fait des indigestions et fait des cauchemars absolument psychédéliques et totalement fous, qui l'emmènent dans des aventures avec un univers récurrent. Et ben, avant Little Nemo in Summerland, Winsor McCay écrivait dans la presse aussi, alors je sais pas dans quel journal de journal américain il éditait cette série de gars qui s'appelle Cauchemar de l'amateur de fondue au Chester. Le délire de la fondue au Chester est vraiment très bizarre. On comprend pas du tout pourquoi est-ce qu'il y a une telle obsession, mais vous avez tout Winsor McCay qui est déjà là. On n'a pas les inventions aussi radicales que dans Little Nemo, mais tout est déjà là. On a déjà les gags visuels ultra rythmiques, les délires psychédéliques ahurissants et surtout la chute récurrente de Little Nemo. Et on a toujours cette capacité à varier. Alors un coup, il adore la fondue au Chester, mais il n'en mangera plus. Un autre coup, il dit pourquoi est-ce que j'ai accepté la fondue au Chester? Mais il y a vraiment un truc hyper fétichiste sur là c'est soit la fondue au Chester, soit la fondue de quel endroit pour lui la fondue c'est ça vient
Regardez, 5000 $ de pension. Ah, quel cauchemar, quel rêve me fait faire cette fondue. Qu'importe, elle était bien bonne. Tout est comme Le mec ça. qui bouffe de la fondue tous les jours et tous les jours il se réveille en disant voilà, j'aurais pas dû en bouffer. Alors non, c'est que des gens différents, c'est ça qui est drôle. C'est vrai C'est que des personnages différents. C'est jamais le même mec? C'est jamais le même mec, alors je pense pas qu'il y ait de mais oui, personnage récurrent. d'accord. Regardez ce vieux là, il dit Ah, c'est marrant, c'est la ça. dernière fois que l'on me fait manger du fromage cuit. Dieu quel rêve. wow. Vraiment c'est Ok. incroyable pour tous les amateurs de bande dessinée rétro. Évidemment vous serez refaits et c'est vraiment ça, c'est hyper drôle. Là, c'est l'histoire. Celle-ci est complètement délirante. Donc c'est une femme qui veut récupérer son petit chien qui court après un oiseau et puis un train arrive à toute vitesse. Vous voyez le cadrage qui est super intéressant. Bon, ça c'est des trucs hyper intéressants en termes de mise en scène, mais là je vais rentrer dans un délire un petit peu monomaniaque. La mise en scène reste fixe pour nous donner de l'importance de l'arrivée du train. Donc on a vraiment ici les notions d'invention de l'animation. Et regardez ici, le truc est fixe au même endroit et puis on voit derrière l'impact du deuxième train qui arrive. Voilà, c'est incroyable. Et en fait, elle s'est cognée la tête contre le mur et elle dit, oui, vas-y, pardon. C'est le gros boss de la perspective aussi, Ouais. Razor Mackey. C'est le mec qui va, surtout avec Little Nemo, je pense, hein, peut-être pas trop avec celui-là. Il a une espèce d'obsession de la perspective et tout, de faire des trucs hyper chiadés au niveau perspective, c'est assez dingue. On voit quand même, vous voyez, alors voilà. Donc c'est complètement délirant. Il y a un charme désuet, au gag un petit peu éclusé. Oh mon Dieu, je n'ai jamais fait un aussi épouvantable rêve. Je n'aurais pas dû manger cette fondue. Une fois de plus, tout est comme ça, mais c'est adorable. Vous voyez ici, on a des déformations d'image, d'homothétie. On a ici des purs délires graphiques sans aucun sens précis. Et puis après, on a des choses vraiment quasi psychanalytiques avec des métaphores et des trucs comme ça. Voilà, une petite bande dessinée tout à fait adorable, plutôt pour les amateurs et amatrices de choses rétro et de Winsor McCay. Un cadeau à faire pour votre cousin ou cousine nerd qui vous comprenez rien de sa passion pour la BD. Moi, ce que je trouve... J'imagine que les gens qui sont ici sont plutôt le cousin nerd. Demandez à vos cousins de vous l'acheter. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que du coup, on a une espèce de prototype de Little Nemo. Et là, on a vraiment des gags en une page qui ne se suivent pas, qui sont déconnectés les uns des autres. Et avec Little Nemo, il va y avoir commencé à y avoir l'arrivée du feuilleton, où les choses vont suivre, où il va développer des arcs. C'est vrai. On va avoir des. Ce sera plus seulement. Il y aura plus le. Au bout d'un moment, même dans Little Nemo, la case de fin où il se réveille disparaît. Et on a vraiment des enchaînements d'épisodes où les choses continuent les unes après les autres et il commence à faire de la bande dessinée en feuilleton quoi. Et plus juste des pages avec juste un gag comme ça. Juste des gags. Et Lucille précise, c'est très drôle, que mais oui, globalement, manger c'est dangereux pour la santé mentale apparemment. Mais Little Nemo, il mange d'autres trucs, il mange pas forcément que de la fondue. Alors, il y a un mock sur Fondation Orange sur l'histoire de la BD par le musée de la BD d'Angoulême. Je dis ça, je dis rien. Alors, j'ai pas du tout vu ça, mais avec plaisir. Et alors, pour tous les, dans le même délire, pour les amateurs et les amatrices de bande dessinée, d'histoire de la BD, dont je fais partie, il y a une conférence pour l'histoire de la bande dessinée de Frédéric Peters qui est en entier sur YouTube. Alors, évidemment, c'est un peu indigeste. Honnêtement, pour ceux qui aiment ça, mais qui ne sont pas des hardcore, passez le premier épisode sur la proto-BD. Honnêtement, il est complètement indigeste et il ne s'adresse qu'à un public hyper averti. C'est assez technique le premier épisode, c'est vrai. Après, tu raccroches plus à des trucs que tu as pu voir ou lire et c'est déjà plus. C'est ça. C'est ça. Parce que le premier épisode ne se réfère à vraiment rien. C'est-à-dire que c'est avant Tintin et c'est en fait entre Topfer et Tintin pour nos références à nous, j'ai envie de dire. Ou Topfer c'est entre Topfer et Little Nemo. C'est plus du débat d'historiens. Et du coup, c'est peut-être moins intéressant. Mais après, il y a plein de trucs intéressants. C'est intéressant. Je retire pas l'intérêt. Pour nous qui sommes quand même un pas petit peu. Et après, moi, j'ai appris plein de trucs sur les hebdomadaires de BD dans les années 60, j'en sais rien, des trucs comme ça. On apprend plein de trucs sur la bande dessinée européenne, américaine. Surtout européenne et américaine, je dirais. Un petit peu moins pour tout ce qui est japonais. Je pense qu'il est moins.
il connaît moins le domaine dans ce niveau-là, mais bon, quand il connaît bien, quoi, donc c'est hyper intéressant. C'est ça. Ça, c'est une question super intéressante. J'ai commencé sur mes streams à essayer de traiter la question de l'histoire de la bande dessinée japonaise. C'est très très compliqué en Europe. Il y a une espèce de compétition. C'est pas du tout la même histoire, même si elles sont connectées. Et ça pose beaucoup de problèmes aux historiens de la BD occidentale parce que ils ont déjà réussi à trancher sur est-ce que c'est l'Europe ou les États-Unis qui a inventé la BD. Et donc ils tranchent en fait de facto que c'est pas le Japon parce que en fait ils mettent l'origine de la bande dessinée. C'est un truc que j'ai lu récemment. Bah, mais c'est vrai que s'il y a des gens qui disent que c'est Topfer ou des gens qui disent que c'est Yellow Kid avec Utiko ou des trucs comme ça, forcément tu snatches le truc. C'est ça. Aux Japonais. C'est-à-dire que les Américains disent que moi, cette histoire de qui c'est le premier qu'on a fait, je trouve ça un peu. C'était pas hyper intéressant, je trouve, comme débat, quoi. Enfin, mais alors, c'est pas intéressant, mais ça va avoir vraiment de l'importance pour la compréhension de l'histoire en elle-même, pour savoir où est-ce qu'on commence et en fait, comment est-ce qu'on connecte les trucs. Mais c'est assez problématique, en fait. Mais après, au-delà de ça, je comprends aussi qu'on commence à un moment pour parler d'un média. Et notamment, un des gros critères des historiens européens, c'est de dire c'est la parution, en fait. Mais c'est une convention, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste pour pouvoir. Comme en science où tu dis qu'un gramme, enfin qu'un kilo c'est 1000 grammes, tu vois. Ça reste des conventions. Je sais pas. Le débat est ouvert, n'hésitez pas à nous faire part de votre point de vue là-dessus. Ah, merci pour le lien là, donc un MOOC là-dessus. Alors n'hésitez pas aussi à mettre dans le Discord les liens, les trucs comme ça, parce que le chat ça va vite, on n'aura peut-être pas l'occasion. N'hésite pas Mathilde à nous renvoyer ça en truc perso, moi ça m'intéresse vraiment, j'irai regarder ça en travaillant. Il y a une coupure d'électricité au garage Coop, du coup l'équipe CV s'excuse de ne pas pouvoir être présente ici. Ok, wow. Il y a aucun souci, réglez donc votre problème, c'est le plus important. Et puis vous, si vous voulez, vous pourrez regarder l'émission en différé. Heureusement. Car ça y est, on en a fait déjà un petit pack. Si vous voyez ça plus tard, on est désolé pour vous. On reste aux États-Unis du coup. Bah ouais, très bien. Donc Cul-de-sac de Richard Thompson. Donc Cul-de-sac c'est le titre original, c'est pas traduit parce que les Américains utilisent le mot cul-de-sac pour parler des banlieues pavillonnaires qui s'étendent à perte de vue aux États-Unis. Il y a tout un truc d'urbanisme aux États-Unis où les banlieues pavillonnaires c'est tout un truc. Et l'univers de Richard Thompson, c'est un univers qu'on pourrait rapprocher de celui de Bill Watterson avec Calvin et Hobbes. Donc on a des gamins dans la banlieue, ou plutôt peut-être des peanuts en fait. Alors ça, je pense que on va tout de suite... je sais pas ce que c'est, mais on va ban. Instant, purge. Ok, non, ban. On n'a pas de... tiens, Lucille... Attendez, paramètres du chat. Comment est-ce qu'on fait? Je sais plus. Bon, on s'en occupera après. Répondre aux messages, non. Ah là là, il faut ban la personne. Sinon ça va être chiant. Comment est-ce qu'on fait? Ah oui, comme ça ici. Alors je vous demande pardon. Non, je sais plus, je l'ai fait il y a longtemps. Bloquer, signaler, non. Ah oui, on va faire ça pour l'autre. Chuchoter, pourquoi est-ce que je peux pas lui donner les droits? Peut-être parce que t'es pas mis déjà. Je suis pas au bon endroit. Non, normalement ça change. Mais, messagerie, commentaire. Est-ce que quelqu'un pourrait... On a un souci là dans le chat, il y a quelqu'un qui est en train de spammer le chat. C'est pas grave ça, mais... En fait, on va bannir la personne, on va l'empêcher d'écrire. N'empêche, clique droit sur son nom. Mais pourquoi... Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir quelqu'un qui est modo? Pour mettre un modo, en fait, j'ai zappé Culotax. On essaie de te faire modo Culotax, par exemple. Ouais. Je crois qu'elle l'a écrit. Mais nous, modo... Oui, mais je retrouve plus les options. C'est quoi la commande pour le faire? Ah, je sais plus. Bon, écoutez, on n'a pas de problème, on fera ça la prochaine fois. S'il revient, on fera des modos, c'est quand même plus pratique. Vas-y, excusez-nous, c'est pareil. Hein, voilà, comme quoi, c'est quand même bien fait de faire tous ces tests. Ouais, ça nous permet de pas voir ça en plein milieu du de voir que ces choses-là arrivent quand même. Il suffit de...
Alors, donc j'étais en train de parler de Richard Thompson. Oui, voilà, donc c'est un univers qui va rappeler Calvin et Hobbes, les Peanuts, Snoopy. Ouais, tout à fait. Et avec un côté, on va dire, un peu plus, comment dire, tendu, nerveux. Un peu plus Tu connais crado. toi, Richard Thompson? Non, je découvre et j'adore. Alors, le C'est dessin, c'est mon style. Moi, ah, j'adore ça. il a un style qui est un petit peu cradingue, avec de la plume grattée, de l'aquarelle qui dépasse un petit peu. C'est si beau là. Ah, ouais, non, La composition des cases est magnifique. Ouais. Alors moi, c'est vraiment un truc que j'adore dans les strips, c'est la circulation dans l'espace et la Ouais. composition. Et puis on a un truc qui est super intéressant de l'utilisation de l'espace au niveau des cases. Voilà, c'est assez technique, mais ici on a on a un 4 cases avec un découpage avec une grande case et une circulation. Et là on a un 6 cases avec des cases verticales. Alors Ouais. ça vraiment, je trouve ça magnifique. Visuellement, J'adore. Et puis là, c'est hyper intéressant. Il y a toujours des Ah trucs là là, qu'est-ce que c'est beau, dingos ça. et tout. Regarde les vaches, quoi. Elles sont trop drôles. Ah, c'est magnifique. Le Je manège. dirais Lisa Mandel un peu les vaches. Ah, ouais, C'est ouais. que, Ouais, il y a un mandarine. côté, ouais. Trop beau, j'adore. Et donc, voilà, ça raconte l'histoire d'une famille de banlieue américaine, comme ça, avec les déboires de leurs enfants qui font des présidents en papier. Je crois que c'est un président, je sais plus. Oui, c'est ça. C'est pour la fête des présidents. Elle fait un président géant. Et le grand frère qui est tout le temps angoissé partout, qui n'en peut plus, de cette petite sœur qui fait des choses bizarres. Alors là, ça fait un peu mais bizarre, ça là, a le l'air format dans la génial. page. Parce que Ah, ça, c'est ouais. les strips, il me semble, quotidiens. Et on voit. Ah, bah non. Voilà. D'accord. Donc ça, Et c'est les pour ça strips. qu'ils ont fait comme ça. Voilà. Et de temps en temps, il y a des strips en 3 cases, uniquement en noir et blanc. Et Thomson, c'est assez cool de voir du noir et blanc aussi, parce que ça se tient hyper bien en noir et blanc aussi. Et bon, malheureusement, il y a les strips en bande qui sont pas trop mis en valeur, du coup, par le format du bouquin. Ouais, Richard Thompson, c'est un peu un auteur de BD pour les auteurs de BD, pour le coup. C'est vraiment le mec, je pense que quand ça paraissait dans les journaux, c'était pas non plus la plus grande star du truc, mais tous les auteurs de BD trouvent que c'est le mec le plus génial qui avait un strip à l'époque, quoi. Ça doit être un peu après Calvin et Hobbes, d'ailleurs, je pense, qui n'a pas duré si longtemps. Malheureusement, bon, il nous a quittés il y a un petit moment déjà, je crois. Et bah, Ah oui, c'est vrai, d'accord. ok. il a une œuvre qui est assez cool et qui vaut vraiment le coup d'être découverte. Il faudra que je relise ça parce que moi je l'ai lu il y a longtemps. Voilà, donc le hamster est un personnage récurrent. Donc là on a la petite sœur, le frère angoissé et les 2 parents qui sont bien sûr relativement inutiles. Voilà, ouais. Rien qu'un gag en 2 cases comme ça. Avec la buée le matin, tu sais, quand il fait froid. C'est trop beau. La petite fille qui fait un gros nuage de. C'est magnifique. Ah Ouais. ouais, c'est génial. C'est hyper parallèle comme bande dessinée. C'est pas du tout. C'est très difficile de définir d'où ça vient. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup. Ah ouais. Et en même temps, on a aussi la pâte crumbienne là, les bords de case noires. Et en même temps, ça fait penser aussi vachement à Franquin et compagnie. Et le côté rythmique et tout, on a aussi tout ce délire. Parce qu'il y a un truc qu'on sait pas trop, c'est que, enfin, si certaines personnes le savent, mais c'est que il y a toute une partie de la naissance du manga qui s'appelle le manga 4 cases, et qui est un manga justement ultra stripesque et qui, je pense, a eu une importance culturelle très forte. Ouais, magnifique. Voilà. Trop beau, trop beau. Donc, cul-de-sac de Richard Thompson. Alors, celui-là, je pense que je l'avais acheté d'occasion parce que je suis un rapien. Et édité par Outsider. Il me semble qu'ils font que des trades, mais je crois que ça a disparu entre temps. C'est une collection qui a disparu, je pense. Là, ça me dit rien, ouais. Ouais, je pense pas qu'ils aient fait énormément de trucs. Il y a un numéro 1, mais je suis. Ah, mais attends, c'est le triangle De Delcourt, ouais. de Delcourt, ça. Ouais. Bah écoute, Toi, ouais, c'est une collection à eux. C'est une collection de Delcourt. Et ouais. il y a un numéro 1, mais je suis même pas sûr qu'ils aient sorti. D'accord, ouais. Voilà, donc, Ah bah très il y a intéressant. peut-être des éditions plus grosses, mais en tout cas, à mon avis, si vous êtes fan de Richard Thompson, il faut peut-être mieux avoir une édition américaine. C'est peut-être une meilleure idée. Alors on va changer de continent, parce que ça fait déjà comme 20 minutes qu'on est en train de streamer. Je vous propose d'aller vers, pour moi, ce qui est une de mes bandes dessinées favorites. Alors là, j'ai le tome 2.
Mais c'est le tome 1, mon tome favori, et il est dans ma chambre et il est un peu abîmé, donc je vous le montre pas, tellement je l'ai lu. J'ai pas beaucoup de livres de chevet, que j'ai lu 4-5 fois, mais Mes voisins et Yamada, c'est ces dernières années mon livre de chevet. Je sais pas pourquoi, parce que je l'ai relu, et là, la dernière fois que je l'ai relu, j'ai essayé de noter les strips. Alors c'est mon côté obsessionnel. Oh, wow, okay. Je suis un peu... C'est mon côté... si tu veux. C'est mon côté cathartique, il fallait que je note les strips. Intéressant. Et j'ai un peu brisé mon plaisir à faire ça. Et je me suis rendu compte que ça m'a permis d'avoir des ratios et que je rigolais aux gags de la grand-mère. En fait, c'est la grand-mère qui me fait rire. Et alors, donc, les voisins, les Yamada, c'est une série... c'est une série de mangas, alors on va rapprocher. Donc c'est une série qui, je pense, principalement active dans les années 80, j'ai pas les dates, qui est une série qui a la particularité d'être une série de strips en verticale, qui est, je pense, était quotidienne dans un journal. Je pense que c'était un journal tout public qui parlait de la vie et qui a la particularité de réunir, de parler d'une famille avec 6 personnages principaux que sont le père, la mère, la grand-mère, le fils, la fille, et ensuite va tourner autour quelques autres personnages, le frère du père, un médecin qui va être récurrent, un personnage un peu bizarre, le frère de la mère, qui est une espèce d'écrivain raté, la femme, non c'est pas elle, la maîtresse, le chien, enfin il y a quelques personnages récurrents autour, le frère du père est un personnage très drôle, parce que c'est une espèce de père en extrême, et donc le père c'est tous des archétypes très japonais, mais en même temps c'est aussi intéressant, c'est des archétypes familiaux qui dépassent complètement le Japon, c'est notamment un des trucs qui est super fort, c'est-à-dire que d'une certaine manière ça va vous parler à vous, parce que ça parle très bien de la vie de tous les jours, et en même temps ça va aussi vous raconter des trucs du Japon, et Dieu sait qu'on aime le slice life japonais, les petits trivia, la Golden Week, tous les noms de plats, etc. Il me semble qu'il y a pas mal de notes de bas de page pour t'expliquer des petits phénomènes culturels ou des années 80-90 du Japon, parce que je crois que c'est la bulle économique et tout, donc il y a quelques trucs où ils sont obligés de t'expliquer pourquoi ils ont un délire avec tel ou tel truc de temps en temps. Ce qui peut être cool aussi pour découvrir une culture par cet angle-là, c'est assez intéressant, quoi. Tout à fait. Et puis les archétypes sont vraiment très intéressants. C'est-à-dire qu'on a des archétypes qui nous parlent de ce que c'est être un homme d'une 50aine d'années. Pas torturé, mais comment dire, attaché au travail. La seule chose qui définit le père, c'est son boulot, il n'a rien d'autre. Et il passe son temps à râler et à dormir et travailler. Et alors que la mère est plutôt quelqu'un de spirituel, mais qui n'existe que par le fait de nourrir sa famille, parce que c'est son rôle, et elle passe son temps à essayer de s'échapper, et son entourage passe son temps à essayer de la rattraper. Donc il y a déjà un truc hyper sociétal qui est raconté, et ensuite on a la grand-mère qui est là, qui casse tous les archétypes, et qui est pour moi le personnage le plus attachant, qui est une femme vraiment, on retrouve aussi tous les archétypes, mais qui est une fan de jeux vidéo et de sport, et elle est géniale, et elle botte tout le monde sur son terrain. Il y a rien, il y a rien où elle est pas là, où elle donne pas son avis. Elle est super. C'est la disruption. C'est peut-être pour ça. Voilà. J'aime bien les personnages disruptifs. Et ensuite on a le garçon travailleur mais pas à la hauteur, et la petite fille qui est trop enfant pour être dans tous les délires, et qui va justement être l'esprit candide qui va dire pourquoi est-ce qu'on fait ça, parce que alors que ça marche pas. Voilà. Donc on est vraiment sur un truc hyper classique, c'est du théâtre et tout, mais ça fonctionne hyper bien avec un dessin ultra léger, hyper enjoué, des rythmiques toujours fonctionnelles. Les gags sont pas toujours un peu comme dans ce que tu as montré, sauf que là ça nous parle de la réalité, donc parfois les gags ils tombent un peu à plat. On est un peu là. Mais t'as l'impression d'apprendre des trucs sur les personnages au fur et à mesure. T'as ce truc où et ça c'est vraiment les strips cool où au fur et à mesure tu comprends de mieux en mieux les personnages, où tu découvres des nouvelles facettes d'eux. Ils sont pas forcés. T'as bien montré que c'est des grands archétypes, mais du coup l'humour des fois vient du fait qu'ils réagissent pas comme les archétypes devraient. C'est exactement ça. Et ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve peu importe d'où vient le strip. Je pense c'est les trucs vraiment au long cours comme ça. Va y avoir ce côté, les saisons passent, les fêtes.
les événements de la vie, etc., les examens, et tout ça, ça construit des personnalités, des ambiances et tout. Ça étoffe les personnages au fur et à mesure. Non, c'est vraiment, moi j'adore ce genre de truc. Franchement. Ouais. Je les ai offerts à ma petite sœur. Bah, c'est un très beau cadeau. Ouais. Moi, ça c'est pareil. Là, c'est plutôt ça c'est à offrir à vos parents, à votre famille. Moi, je pourrais offrir ça à ma mère. Je Je pense pense que que ça se lit bien par tout le monde en fait. ouais, ça se lit très Et bien. puis même s'il y a un gars que tu comprends pas, mais c'est un gars dans 4 cases, donc tu t'en fous quoi, tu passes à autre chose. Ouais, c'est exactement C'est pas ça. comme si t'avais pas compris tout un chapitre d'un livre ou un truc comme ça. Les quiproquos culturels, etc. Il me semble qu'il y a un bon boulot pour expliquer la plupart des trucs typiquement japonais à un endroit ou un autre, je m'en rappelle plus. Et ben, on peut passer au suivant si Ouais, tu veux. cool. Alors, voyons voir. Par quoi Bah tiens, on peut rester au Japon. Alors, j'ai retrouvé ça en cherchant mes bandes dessinées avec des gags en une page, en quelques cases. Et il y a des bouquins que j'avais pas sortis depuis hyper longtemps de ma bibliothèque. Et bah il y a ce petit Poguri de la collection Raoul de Cornelius, qui je pense est un des premiers livres que j'ai acheté chez Cornelius. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et bon bah bien sûr, comme à chaque fois avec Cornelius, bah, c'est C'est putain de moche. beau, quoi. Voilà. Je ne peux pas faire passive agressive. La pire C'est blague. incroyable. Non, c'est le code d'âme, c'est incroyable. Et donc de Isami Nakagawa. Alors je me suis absolument pas renseigné sur l'auteur Ou ou bien l'autrice. alors Nikagawa Izami. Non. Oui, voilà. Bon, j'ai regardé dans le sens où c'était écrit, donc j'espère que je dis pas trop de conneries. Et Poguri, bah, encore un truc avec de l'humour relativement absurde. Faut croire que c'est un thème récurrent chez moi là. Avec un petit bonhomme qui est dans un monde où les choses sont un peu étranges, où il se passe des trucs étonnants autour de lui, mais avec un côté un peu plus poétique que ce qu'il peut y avoir C'est trop beau, j'adore. dans Intermezzo, et avec des créatures étranges comme ça. Et ça ressemble un peu à Little Nemo sous certains aspects. D'accord, ouais. On retrouve un peu ce côté-là. Ou même d'autres strips de l'époque, où pareil, il y avait cette espèce de côté un peu expérimental en bande dessinée. Ah ouais, bah, tu vois, j'ai oublié un bouquin que j'aurais pu prendre, Ouais. avec les Upside Down, tu sais, ces strips qui se lisaient dans un sens, et après tu les retournais, tu Ah les lisais oui. dans l'autre. Mais je crois que j'ai un. Tu vois, je l'ai oublié celui-là. Attends, regarde. Vas-y, continue à Ouais. présenter. J'ai quelque chose qui permet de monter ça. Et donc on a ce côté du dessin que peuvent avoir certains artistes japonais, dessin un peu relâché, très stylisé, limite enfantin, et qui est hyper efficace pour ce que l'auteur veut raconter. Et ouais, non, c'est absolument génial. Là, on a un petit gag avec un personnage qu'on a l'impression qu'il est sur une rivière avec une cascade, et il est là, oh non, il lutte contre la cascade. Et en fait, c'est une boîte à musique. Et les personnages qui crient parce qu'ils vont tomber. Et voilà, des trucs complètement dingos comme ça. Et vous avez remarqué qu'il y avait des images de ce côté. Et c'est... On va essayer de le faire. Ah ouais. C'est les petites animations. Oh là Est-ce là. que ça marche C'est avec dans le toi sens, non? Ouais, non, c'est bon, regarde. Il va dans le bon sens. Ah là là. Voilà. C'est fou. Et Trop donc, beau, trop beau. super manière d'occuper le livre, quoi. Alors ça fait penser évidemment la référence directe à Moebius. Il y a Ah oui, c'est vrai. un livre de Moebius qui est accompagné d'un. Son truc avec l'œuf, là où je sais pas Ouais, quoi. tout à fait. Tout Ouais, à fait. oui, j'ai oublié ce machin. Qui est dans plein de recueils. Il est dans le catalogue, le gros catalogue qu'ils avaient fait là pour sa grosse expo Tout à fait. à Au truc des Bourges. Vuitton, là, ou je sais pas Ouais, quoi. Là, Vuitton, on c'est s'en ça. fout. Bref, je l'ai par ailleurs, mais bon. Mais moi, je l'ai On s'en fout, mais ça m'a pas empêché de l'acheter. Mais ouais, non, les expos que je regarde de pas être allé parce que bon, bah, voilà. Mais bah, c'était il y a longtemps en plus. Et voilà, donc un tout petit livre. Bon, alors pareil, aucune idée si c'est encore dispo. Connaissant Cornelius, il y a moyen qu'ils en aient, qu'ils n'ont pas retrouvé au fond d'une caisse ou un truc comme ça. Peut-être vous pouvez le trouver dans certaines librairies à Paris Ouais. qui ont ce genre de stock. Carrément. Alors moi, bah, on va continuer dans l'absurde alors. Ah bah, Lequel des deux? Celui-là d'abord? ouais, vas-y, ouais. Alors celui-là c'est un livre assez récent, j'allais dire récent, mais c'est pas si récent que ça maintenant, ça a Ouais, 5-6 ans. Une vie de famille très agréable de Antoine Marchalo. Antoine Marchalo, c'est pour moi un des artistes contemporains
que j'aime le plus, avec tous mes autres amis et des tonnes d'autres Ce personnes. conflit d'intérêt de l'enfer. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne parle que des personnes que je connais. Donc de base, non, je blague évidemment. Mais je connais pas vraiment Antoine Marchalot, je l'ai juste croisé. J'aime avant toute chose son travail. Ouais. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit j'adore ce que tu fais. Donc Ouais. on n'est pas dans le T'es resté conflit. un fan alors. toi. Voilà, c'est ça. C'est que Ouais. je parle de quelque chose que j'apprécie de base. J'allais commencer à pleurer. Pourquoi Je Qu'est-ce qui sais se pas, mais il y a passe toujours une bonne raison pour pleurer. Ouais, c'est vrai, Alors, Antoine Marchalot, donc c'est un jeune auteur francophone qui a commencé dans la revue Arbitraire et qui est fort pour deux choses. Son humour absurde, qui a vraiment une marque d'humour absurde moi, qui me touche énormément, et son dessin. Moi qui me touche un tout petit peu moins, qui est, je trouve très marqué dans le temps, même si je trouve quand il fait de la BD, un peu comme Baptiste Viro, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Baptiste Viro, on aurait pu en parler là, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de gags et tout, vraiment hyper drôle, que j'adore quand ils font de la BD. Quand ils font du dessin, ça me parle un peu moins, mais voilà, parce que c'est pour émettre une critique, mais en vrai de vrai, c'est des artistes qui font partie vraiment des artistes moi qui me marquent culturellement en 2021 quoi. Et donc c'est un humour complètement absurde qui flirte avec tout, avec le réalisme, l'irréalisme, la fantaisie. Alors je vais essayer de vous en lire celui-là, est juste absolument incroyable. Quand j'étais petit, j'avais un petit lapin. Donc c'est deux personnes qui sont au milieu du désert. C'était mon seul ami et je l'emmenais avec moi partout. Il s'appelait Egbert. Un jour, mon père, qui avait encore trop bu, a décidé de coller une raclée à ma petite sœur pour la seule raison qu'elle lui faisait penser à notre maman, qui était morte le jeudi d'avant. Et du coup, il a rattrapé Egbert, qui n'y était pour rien et qui s'est mis à frapper violemment ma sœur. Il y avait du sang partout. Je ne savais même plus si c'était celui de ma sœur ou celui de mon petit lapin. De mon petit lapin, hein, écrit comme ça. Et pour finir, il s'en est servi d'Egbert comme d'une pantoufle qu'il a gardée des mois pour la leçon. Ça fait pleurer le personnage. Et là, gloups et slurp. Ici, évidemment, une blague. Ah, merci, à ton tour. Voilà. Génial. Voilà, Fantastique. le ton de lecture. Voilà. Et donc, oui, celle-ci est aussi géniale. C'est ouais, bravo, monsieur le président. Quelle idée formidable, c'est super, génial. Wouhou. L'oncle Claude, écoute l'idée de monsieur le président. Eh bien, je me disais qu'on pourrait peut-être prendre de la moutarde pour aller avec les petites saucisses. Ouais, excellent. C'est génial. Ça n'a aucun sens, j'adore. Voilà, et puis ce que j'aime justement aussi, c'est cette alliance avec un dessin un peu post-punk, très dur et en même temps très dessiné, très expérimental, qui se pose plein de questions. Et puis voilà, il y a plein de jeux avec la science-fiction. Bon, c'est culturellement très proche de moi, notamment parce que voilà, on était dans plusieurs revues en commun, etc. Donc voilà, super. Et ça, je pense que c'est édité chez Les Requins Marteaux. Vous pouvez sans problème le trouver. Et il y a une histoire assez drôle, c'est que des gens, quand ce bouquin est sorti, des gens lui ont fait la remarque qu'ils comprenaient rien aux gags, que c'était pas des gags. Et vous savez ce qu'il a fait? C'est hyper drôle. Il a fait une version qui s'appelle Une vie de famille très agréable sans les gags. Et donc c'est une version où il enlève les gags. Et c'est encore plus absurde. Okay. Il a repris les trucs et il a genre. Je sais pas ce qu'il a fait, j'ai jamais vu, je connais juste l'existence de cette Mon version. Dieu, c'est génial. Et donc voilà, voilà, c'est quelqu'un absolument créatif et donc le dispositif là pour le coup est assez simple en fait, c'est quasiment tout le temps 6 cases carrées comme ça. je crois que ça l'est tout le temps. Ouais. Sauf des petites interludes comme ça qu'il a dû rajouter pour le bouquin, je pense. Qui sont rajoutés après, qui sont même pas dessinés avec la même technique, je pense. Ouais, ça a l'air. Ouais. Je crois que je dirais que les trucs, tout est à l'encre à part ces interludes qui sont à l'ordi. J'avais eu cette intuition. Mais sauf que c'est pas le cas, hein. Ça se trouve tout est ordi en fait, c'est possible. Avec Astérix bien sûr. Ah, c'est vrai que c'est génial. Si tu peux la lire celle-là, celle-ci elle est juste insane. Pour tous les fans de BD. Alors, rien à foutre des cases, je suis un gros boss de la BD. Même faire un gag, j'en ai rien à secouer. Fantastique. Celle-ci Celle-là, tu peux te la faire tatouer sur le dos, quoi. C'est vraiment. c'est ça. C'est merveilleux. Celle-ci, c'est vraiment pour les.
Tu vois, ça c'est. les gros fans de BD. Quoi. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc qui manque à ma bibliothèque. Là, tu vois, c'est vraiment. Et puis avec des beaux papiers de garde comme ça, là, et une couverture qui explose Il arrête dit. qui explose le RVB de l'image. Alors regarde la tronche que ça. Là. Ah oui, sur mon écran. Mais mon écran est pas bon. Ouais, mais c'est là, génial. c'est- Enfin voilà, merveilleux. Putain, tu as trouvé un Et la coupe glacée. Alors, Lizou parle d'un épisode génial où un mec va se faire une coupe pour se faire rafraîchir. Il dit une bonne coupe de glace et il sort avec une coiffure en forme de glace. Mais voilà, tout est. Voilà, on adore, c'est absolument culte. Pour moi, c'est vraiment. Pour moi, un de mes trucs de strip favoris. Tout strip. Alors, Tout le strip game confondu. pendant qu'on est dans le franco-belge, hein, parce que Marshalo, qu'il le veuille ou pas, il est franco-belge, hein, voilà. Tant pis pour Tu sa l'as gueule. outé Bah, et- de ses écoute, origines. Il a dessiné Astérix, c'est foutu quoi. Enfin, je vois pas ce que je peux faire contre lui. Faut qu'on parle un petit peu des grands classiques de gags en une page. Ouais, bien sûr. Faut quand même parler de Boule et Bill. Non, tu l'as fait. Il l'a fait. On avait dit non. Non, je déconne, je déteste Boule et Bill, je trouve que c'est la pire merde de l'enfer. On va pas du tout parler de Boule et Bill. J'ai des vieux Spirou des années 60 et c'est l'occasion de parler de Gaston. Voilà, et Gaston, qui est quand même. C'est fou, Gaston. Je- moi, j'adore, hein. c'est incroyable parce que moi j'ai relu du Gaston relativement récemment et ça fait encore marrer quoi. Il y a assez peu de gags où l'écart du temps fait que tu comprends plus ou que c'est déconnecté. Enfin, je trouve que ça marche encore vachement bien. Et c'est une espèce de petit univers comme ça. Bon, tout le monde connaît Gaston, il est dans son Moi, c'est le bureau. dessin qui me rend ouf de Gaston. Et voilà. Et, Plus encore que les gags. et- Mais c'est chacun son goût. ouais, personnel. ouais, et le dessin, effectivement, qui est incroyable. Alors, le lettrage de Franquin déjà. Voilà, donc ça t'es là, bon tu vas te coucher quoi. Et les expressions, les décors, tout est cool quoi. Commence, pardon, je te coupe. Boule et Bill c'est mieux que Cédric. Ouais, Il est enfin, trop fort. on peut faire un combat d'infiens pendant longtemps, mais ça sert à rien au bout d'un moment. T'es Bigous qui dit, je sais pas. On a une belle couve là, par ailleurs. Et donc, Je ouais. préfère Cédric. Moi, je suis Oh, plutôt wow. Team Boule et Bill. Alors là, moi, les tier list, j'adore ça. Ouais. J'adore classer les trucs. Vous avez juste Pour moi, ça se je mélange classe tellement dans même ma les tête. trucs que j'aime. Et en fait, à l'époque, Boule et Bill, ça faisait la fin de quasiment tous les C'est hyper beau, Boule et Bill, franchement. Enfin, Je moi, trouve ça un peu c'est triste, en fait. C'est mon côté. Mais c'est triste parce qu'il n'y a rien techniquement. En fait, l'idée, c'est que c'est tous ces trucs avec énormément de techniques de dessin pour, en fait, pas de BD, en fait. Ouais. Tu vois, le cadrage, il est pourri. Pourquoi est-ce que le personnage est toujours au milieu, toujours la même taille? Ouais. Quel enfer, on a envie de crever. Mais Et genre, techniquement, en termes de dessin, je trouve ça fou, quoi. C'est mieux que ce truc raciste à gauche. alors oui, alors je vais pas montrer ça. Voilà. C'est pas pour ça que je les ai ramenés. Parce que j'ai pas d'album de Gaston à la maison, en fait. Donc j'ai retrouvé les vieux numéros de Spirou et je me suis dit, bon, il doit bien avoir un truc bien dedans. Et j'ouvre le truc et il y a Gaston, j'étais génial. Puis après, j'ai fermé le truc, j'ai vu Boule et Bill, j'étais putain de saloperie. Non, mais j'étais Ouais, abonné à trop beau. Spirou et Boule et Bill, c'était la plaie du truc. Quoi. Vraiment, j'en avais marre de voir ce truc. Ça et Bug Danny, là, qui prenait de la place pour rien, encore à l'époque où j'étais abonné. Enfin, t'imagines. Ah oui, alors celui-là, il est culte ce gag. Messmaker qui arrive dans les bureaux, tout le monde porte des casques, casques de chantier, casques de moto, home, casque allemand. Bon, et c'est après, c'est les années 60, c'est encore récent. Prunel qui arrive avec un casque de pompier pour Messmaker. Et bien sûr, il y a la mouette qui arrive et qui lui explose la tronche. Et voilà. Et c'est juste des trucs méchants comme ça. Ça, c'est tellement franco-belge. Ouais. Le casque de pompier, il a la forme Ouais. du crâne de J'avais jamais fait Messmaker. J'avais jamais fait gaffe. C'est merveilleux. Poussy Poussy, les vraies références. On parle de Spirou. On pourra faire un numéro spécial franco-belge Poussy, avec tous ouais. les boomers. Ouais. Et bah voilà, encore des gags. Bon, mais là, Ah, j'adore. Peugeot pour le coup. Bah ouais. Regarde, c'est comme il s'appelle. Il ressemble beaucoup à Pierre-Louis là. Pierre-Louis, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est ça, hein, ouais. Il dessinait un peu tout le temps. Ouais. Puis, c'est l'époque où Franquin dessinait toutes les images d'éditorial aussi. Donc des fois, tu as des petits dessins que tu connais pas de Franquin, genre dans l'édito ou des trucs comme ça. Donc c'est cool aussi pour ça. Il y a aussi Bobo C'est Magazine. beau ça, le découpage là, la mise en page. Ouais, J'aime bien, t'as vu, il y a des trucs un peu originaux très comme ça. revu avec des photos là et tout. Ouais, un film de... Mais on va peut-être. Ouais. Mais ça, on je te parlera propose- une autre fois. Ouais, c'est ça. On fera les revues une autre fois. J'ai Exactement. Ouais. une belle collection de revues aussi avec Je des suis en choses. train de m'égarer un peu. Et Mais encore non, Boule et Bill pour avec finir. plaisir. Et puis
évidemment, n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'ensemble de l'émission et puis aussi sur vos envies parce que quoi qu'il arrive avec Guy, ça c'est un format ça fait longtemps qu'on a envie de le faire. Ouais, c'est vrai. Et donc je pense qu'on va continuer, que ce soit sur une chaîne qu'on aura en commun ou que ce soit sur une chaîne, enfin peu importe, on le fera, je pense. Ouais, bah, moi c'était un thème que je voulais qu'on fasse un de ces jours, vas-y pendant que tu choisis ton livre. Ouais. C'était peut-être les revues de publication de bandes dessinées hebdomadaires ou mensuelles, etc. Entre Picsou, Spirou, Tintin, Pilote, L'écho des savanes. J'ai aussi des trucs japonais maintenant, j'ai des numéros de Garo à la maison. Ah ouais, c'est Et vrai. Ouais. Ah putain. J'ai ramené ça du Japon et tout, j'étais hyper content d'en trouver. Ils m'ont même pas coûté cher en plus. Oui, Et, bah oui, parce qu'en fait tout le monde c'était s'en tape. édité. En fait, oui, c'est ça, mais c'était édité à 80 000 exemplaires, même à l'époque en fait. Ça veut dire que c'est une période Pour du où... truc expérimental, c'est beaucoup quoi. Enfin, Et en fait, alors, là je suis au point là-dessus, Ah, c'est ouais, que en fait, à ce moment-là, c'est les années 70, Ouais. et c'est le boom en fait des revues au Japon. Ouais. Et Shonen Jump et Shonen Sun ou chez l'autre, Shonen Jump et Shonen Sunday si je m'en rappelle. c'est ça, Ouais. absolument, sont publiés à quelque chose comme 80 millions d'exemplaires. Oh, 80 millions d'exemplaires. Et c'est un truc, c'est ces juste. arbres. Ouais, puis en fait, c'est un phénomène incroyable. C'est-à-dire que Ouais. c'est un truc qui est genre. Il n'y a que au Japon où ça existe dans le monde. Ouais. C'est en fait, la presse a eu un impact et la bande dessinée a eu un impact énorme. Et donc, en fait, au final, tu te dis, pour et les indés à côté, Ouais. la revue indé. Qui est Garo, qui est une revue extraordinaire, qui était dirigée par le créateur de Camus Iden, on fera aussi un numéro Ouais. spécial de Geekika, ça sera avec grand plaisir. J'ai quelques pages de Camus Iden, je crois, dans ces numéros. Moi j'ai un recueil. Ah putain, t'as réussi à le choper. C'est Adrien Coquart qui m'a offert ça en Oh, retour du Japon, là, il est là. Je vous montre un petit peu par quelque chose, je sais pas comment dire. Regardez. Yes. Voilà, Voilà. ça c'est hyper dur à trouver. En France, le truc est plus. Ah oui, édité. en France. Ah oui, alors Lucas les a, vous pouvez aller le harceler. Et il faut que je les lise, moi je les ai toujours pas lus. Ça, c'est vraiment un des plus grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée Donc japonaise. ça, c'est teaser pour un Je- futur épisode. Je pense que c'est voilà pour tous les fans de manga indé. Voilà, là c'est on est sur un truc. Je veux refaire des brocantes. Ah, mais ouais, mais tellement. La larme, non. Tellement. Alors je vous ai choisi un autre truc. Alors on est toujours. Je connais pas du tout cette personne. Je sais pas du tout qui c'est. J'ai jamais vu son travail. J'ai découvert son boulot. Son boulot. Bon, évidemment c'est une blague. Hein, c'est un très bon ami à moi. Alexandre Géraudy. Bon alors j'ai plein de choses là. J'espère qu'on aura le temps de montrer tout. Il y a plein de trucs que j'adore. En fait le strip c'est un truc que j'adore particulièrement. C'était à moi un très bon choix, on refera un coup. Ça va être dur de choisir entre ce qui reste. Boin, je sais pas comment dire. Ils ont repris il a repris notre credo dans. Je dessinais avec Zad Coquart dans Biscotto, Ouais. et c'était à là où on faisait nos petits strips avec Zad. Il a repris la place. J'ai pas tellement suivi parce que je suis passé à autre chose. Et à Angoulême, j'ai acheté ce volume. Il me semble bien que je dois avoir une dédicace, Ouais, voilà, d'ailleurs. évidemment, hein, magnifique. Et j'ai lu. Et là, je vous avoue que c'est la grande claque. Hein. Franchement, honnêtement, alors encore une fois, alors là c'est dans un autre cadre, c'est pas tant que ça me fait rire, même si ça me fait rire, mais que pour moi c'est vraiment la BD comme je l'aime. C'est vraiment la BD de très grande qualité. Pour moi, tout est là. Alors c'est de la BD jeunesse. Alors pour faire simple, Boin et Grabuge, c'est un oiseau un peu débile qui ne dit jamais que Boin et une lionne. Mais on découvrira après. Alors je vous spoil un peu l'histoire que c'est une lionne. Au début, on croit que c'est un chat, et puis un jour, le narrateur, qui est très présent dans la bande dessinée, nous révèle qu'en fait c'est une lionne, et vraiment là tout d'un coup on découvre. Et ce qui est très drôle, c'est que je peux pas tellement vous en dire plus, il faut le lire. Géraudy manie une BD hors du commun avec un hors-champ permanent.
tout est en hors-champ. D'accord. Tous les dialogues sont décrits par le narrateur avec grand brio et tout est au passé ou au présent et il nous dit mais un petit peu comme quand quelqu'un fait semblant de parler avec son chat ou fait parler quelque chose qu'on voit pas. D'accord. Par exemple, si je vous parle de mon meilleur ami invisible qui est là, oui, s'il te plaît, laisse-moi parler. C'est exactement ce que fait Alexandre Géraudy pendant toute cette BD et ça fonctionne incroyablement bien. Et au fur et à mesure du temps, après ces premières idées qui sont très BD, arrive pour moi un autre degré encore plus BD, c'est qu'il va commencer à créer de la récurrence et des personnages récurrents. Notamment, il y a ce personnage qui arrive, mais qui n'est même pas dans le monde de Boing et directement dans le monde de Boing et Grabuge. C'est un youtubeur c'est Alexandre Géraudy, un youtubeur qui apprend à dessiner des trucs nuls aux enfants. C'est hyper drôle et c'est un truc dans la diégèse. Et ensuite, va y avoir des personnages, notamment la petite copine la cousine de Boing. On imagine que, ou pas la cousine, mais c'est un love interest de Boing. Mais ce qui est très drôle, c'est que Boing va toujours se faire une grande joie de retrouver cette personne, mais à chaque fois, la chute sera systématiquement qu'elle est oubliée sur le quai de la gare ou à un endroit. Donc on est vraiment dans la tradition pure des gags, mais en même temps on est dans une BD complètement contemporaine, complètement déconstruite au niveau du dessin, avec un dessin complètement cassé. Il y a une prouesse de plus, vous voyez, je suis vraiment très fan, une prouesse de plus qui est qu'il y a énormément de texte, mais jamais on bute, jamais on n'a pas envie de lire, jamais. Il parle dans ses bulles un peu comme Matt Conture parle dans ses textes. C'est-à-dire que si vous regardez Matt Conture, vous dites mais c'est pas possible, il y a trop de texte. Et puis vous lisez, vous êtes dans sa tête. Ça coule, tu lis le truc de façon naturelle parce que c'est. Il n'y a rien de compliqué aussi. C'est très bien écrit et surtout on n'est jamais en train de nous expliquer un concept compliqué. Il est juste en train de vous parler et tout ça marche très bien. Voilà. Et alors là par contre. Est-ce qu'il faudrait savoir si ça marche vraiment avec les jeunes? Moi, personnellement, je trouve les raisons pour lesquelles j'aime, c'est des raisons de technicité. Parce que je suis bluffé par la technique et par le brio de l'autre. Et c'est pour ça que j'aime. Donc, est-ce que ça plaît aux jeunes? Je ne suis pas en capacité de dire. Si je peux faire un parallèle avec un truc, un autre strip, pour le coup, on peut reparler de Calvin et Hobbes. Moi, Calvin et Hobbes, je l'ai lu vraiment quand j'étais gamin, petit, et j'avais adoré Calvin et Hobbes. Et en relisant adulte, j'aime pas du tout pour les mêmes raisons en fait. J'aime toujours autant, mais pas pour les mêmes raisons. Et peut-être que ça va faire pareil à des gamins, ils vont lire ça dans Biscotto parce qu'ils étaient abonnés par leur tante illustratrice ou un truc comme ça. Parce que bon voilà, faut pas se faire d'illusions. Et plus grands, ils vont relire ça et vont dire ah oui en fait je comprends plus de trucs d'un coup. Il y avait des blagues qui me passaient à 40 km au-dessus de la tête et je rigolais pas du tout pour les bonnes raisons. Enfin. Pour ses propres raisons. Et ça a l'air marrant. Mais moi j'ai juste lu 2-3 trucs de Géraudy, je pense sur Instagram ou un truc comme ça. Allez découvrir Alexandre, c'est un artiste très complet, c'est un artiste qui fait les trucs vraiment à sa sauce, puis c'est un humain tout à fait adorable, donc voilà, allez découvrir son travail et puis soutenez Biscotto, revue quand même hors du commun. Ça commence à faire un bail que ça tient. S'il en est, voilà, c'est ça. C'est hyper cool. Ouais. Donc il faut soutenir ces initiatives-là et puis ce genre d'artistes. Et moi, je dois avouer que je ne lis pas les strips qui postent en ligne, car le plaisir de lire le bouquin d'un seul coup. Je sais, alors ça c'est un truc que je déteste quand on me dit, je dis ah t'as lu ma BD? Ils me disent non je le lirai à la fin quand tu sortiras un livre. J'ai envie de... Ça m'énerve énormément. Et j'espère que Alexandre n'est pas dans le coin, donc il voit pas ce truc. Parce que je lui dis pas. Je crois que je vais peut-être. Mais c'est vrai que le plaisir de découvrir ça en livre est vraiment super. Salut Robin, comment vas-tu? Ça fait plaisir. Salut Robin. Allez, moi, ma dernière sélection, malheureusement, il y a pas mal de trucs que j'aurais voulu montrer, mais que j'ai pas dans ma bibliothèque ou des trucs comme ça. Quand j'avais réfléchi au concept de l'émission, je me disais je veux prendre un bouquin de Nancy. Génial. Il est là. Mon Dieu, on a dit son nom 3 fois et ça l'a fait apparaître dans le chat. Oups. Salut Gérard, on vient de faire, je sais pas si tu as vu, mais on vient de faire la chronique de Boing. Bon, mais je lui ai nombreuses fois dit à quel point
je trouvais que Boing Boing était vraiment une très grande réussite. T'étais pas du tout sur le même discours quand il était pas là. Hein. Non, je rigole. C'était très bien fait. Même moi, même mon cerveau a dit. Faut que j'arrête de faire ça. Je vois les gens, tu sais, je vois les gens qui passent, tu sais, genre t'as leur regard qui devient vitreux comme ça et à chaque fois je suis là, non, je suis allé trop loin. Genre, Non, c'était très bien fait. Franchement, j'ai bluffé. Voilà. Ouais, donc voilà, je disais que j'aurais adoré amener un recueil de Nancy, par exemple. Oui, alors je sais pas ce que c'est. J'ai pas de. Tu connais pas Nancy? Mais alors je crois que je connais. Est-ce que tu pour moi pour ma Alors culture, Nancy, c'est. tu écrirais Nancy là, mais Ah ouais, juste, alors attends. Nancy... juste pour que je vois. Attends. Parce que tu vas tomber sur Nancy et pas Nancy. Oui, voilà, Arthur et Zoé en français. Ah oui. Alors j'ai jamais lu, mais je connais évidemment. Ouais. Et alors, donc je me rappelle plus. Donc du nom, c'est un cartoon américain, je vous Ouais. décris l'image, de très années 40 même je dirais. Ouais, 40-50, ouais. Et donc c'est très beau, très lisse, et c'est une petite fille avec une robe rouge, un petit nœud rouge dans les cheveux et une espèce de frange chelou marrante. Et c'est de Buck Fuller, je sais plus quoi exactement. Et bref, c'est un truc hyper connu aux États-Unis, surtout par les auteurs de bande dessinée, parce qu'en fait, c'est très inventif au niveau de la forme, etc. Voilà. Alors il y a eu, tu vois, la petit point technique, va y avoir quelques réglages à faire, Ah. parce que le bot a censuré Robin pour avoir dit oh. C'est Oh wow, d'accord. Bon, non, mais il y a quelques D'accord. réglages à faire sur la chaîne. Donc oui, voilà, donc ma dernière sélection, vous êtes tous jaloux de mon Jackpack, Ouais. de Tom Gold, est édité par incroyable. 2024, donc voilà, ils sont pas bien loin. Hein. Et le premier, histoire courte. Voulez-vous publier mes histoires courtes? Non. Enfin, voilà. Je pense qu'une fois qu'on a vu ça, tu comprends que Tom Gold, il est assez cool comme mec. C'est trop Il est assez bien. drôle. Hey, j'avais oublié que j'avais une dédicace. J'ai dû l'acheter en Une dé- Angoulême. Ah oui, non, pardon. J'ai cru Ouais. que c'était le cul la dédicace. Non, ça c'est ça, c'est la- ça c'est imprimé. Ça. C'est les fameuses dédicaces, pas pour nous. Moi j'ai une dédicace de Emmanuel Guibert pour ma mère. Oh, sympa. Oui, c'est ça, donc ça se voit que c'est pas mal. Alors Tom Gold avec son dessin hyper synthétique et stylisé. C'est incroyable, c'est hyper beau. Et je pense que c'est des gags parfois en une case, parfois en quatre, etc. Et ils viennent pas forcément tous de la même source. Je sais qu'ils publient dans des revues scientifiques, dans des revues littéraires, dans des journaux d'actualité ou de reportages, des choses comme ça. Et voilà. Donc ça c'est absolument génial. Ça, vous êtes tous jaloux de mon Jetpack. La science-fiction, et ça c'est la grande littérature, et ils sont très occupés à ne pas regarder le Jetpack. Ils disent tut, tut, tut. Tut, Ça me fait trop Ils sont en rire. train de sucer sur leur pipe. Et c'est absolument... voilà. Le voyage du mégalosaure, roman perdu de Charles Dickens, fragment, abandonné à la ponte, un cruel orphelinat, un héritage inattendu, un étranger bien vieillant, il devient un gentilhomme. Londres, un grand amour, un ennemi puissant et une lettre révélatrice. Bon, bah, Ça fait rêver. quand on connaît un tout petit peu Charles Dickens, on comprend les petites blagues qu'il peut y avoir et tout, et même pas trop besoin de parfois connaître. Tu connais par osmose de culture populaire et tous les trucs. Il y a des gags un peu plus techniques où genre faut comprendre, faut voir un peu la référence un peu pointue pour comprendre la blague, mais bon, c'est toujours pareil dans ce genre de recueil de gags en une case. Si t'en comprends pas un, c'est pas grave, tu passes la Oui, page. c'est ça. Faut pas lui en vouloir. Hein. Et alors, je fais une mini pause pour tous ceux, celles et ceux qui se poseraient la question. Le strip, c'est extrêmement difficile et il y a notamment un exercice de strip qui est de passer par tous les strips les plus nuls. Il faut écrire des strips nuls pour en écrire des bons. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 100% des recueils de strips qui ont des strips largement en dessous. Ouais. Parce que pour écrire un bon gag, il faut en écrire deux moyens et un mauvais. Hein. C'est statistiquement, c'est ce que je constate personnellement. Mais Bah, je pense que c'est vraiment. T'as une espèce de. T'as une efficacité qu'il faut avoir, il faut se renouveler en même temps, tout en gardant une espèce de constance. Mais c'est vraiment hyper compliqué. Moi, des premiers trucs auto-édités que j'ai fait, c'était un recueil de strips Mmh. qui est hyper vieux maintenant. Je pense que ça doit bien avoir
15 ans, un truc comme ça. Enfin bref, on va voir. Je m'en rappelle plus. Je Ah, l'ai pas mais ramené. j'ai trop envie de Je voir l'ai ça. pas ramené. Après, moi, moi, j'ai des strips aussi. Et, C'est l'autopromo qui commence. Et du coup, tu te rends compte que hey, c'est pas facile quoi. On n'oubliera jamais Garfield, Elisabeth. Il est à tout jamais dans nos cœurs, notamment pour Ouais. avoir inventé Magic. Ceux qui ont la ref. Garfield que moi j'utilise pour les gosses, pour les gosses du périscolaire. J'utilise Garfield comme support pédagogique parce que c'est tellement con, c'est tellement basique qu'ils sont obligés de J'adore. comprendre. En fait. J'adore Garfield. Et c'est vraiment, ça marche hyper bien. C'est hyper efficace Garfield. Après c'est pas drôle, mais c'est hyper efficace. C'est de la bonne, techniquement c'est de la bonne bande dessinée. Après c'est juste pas drôle. Enfin moi ça me fait plus rire. en tout cas. Moi j'avais relu, moi je voudrais bien relire le premier tome, histoire de me le remettre en tête. Moi, Garfield, je sais pas, moi graphiquement Garfield, je trouve qu'il y a un truc. Bon après, les goûts personnels on va peut-être pas faire. On fera un débat. On fera une fera soirée débat. on fera un super. On vous montrera le premier tome et le dernier tome de Garfield. Et vous allez voir la différence graphique, c'est terrifiant. Si vous voulez en savoir plus sur Garfield, allez sur la chaîne de Quinton Review. Il a déterré l'histoire cachée de Garfield. Waouh, Le prototype de Garfield en noir et blanc, où il n'a pas du tout la même tronche, des strips que le mec avait fait avant, qui n'ont jamais été publiés. Il a retrouvé ça dans les archives des journaux locaux où il avait publié ça. Ça apparaissait dans un seul journal. C'était complètement avant qu'il perce avec Garfield. Et c'est hyper intéressant. Donc une vidéo de Quinton Review pour ceux qui veulent vérifier. Ah ouais, moi C'est j'ai très intéressant. Super. Alors, est-ce qu'on fait un petit speedrun de ce qui me reste Carrément, ouais. Il dit ça en caressant le livre. Il dit ça en Alors. caressant le... Oui, moi, tu sais, je suis très tactile. Oui, les bibliophiles sont souvent. Ouais, mais c'est les dos toilés, ça me fait tout chose. Alors, alors, ça fait 58 minutes. Je propose qu'on tienne genre 10 minutes avec la fin. Et, donc, on a parlé de IMO tout à l'heure, qui sont les éditeurs du premier truc que tu as présenté. Oui, d'Intermezzo. Alors ça, si vous ne connaissez pas ce livre de Usamaru Furuya, excusez-moi, c'est complètement raciste ce que je viens de faire, parce que je ne parle pas vraiment le japonais. Palais Poli, c'est une BD extrêmement étrange, de bande dessinée en une page. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est pas vraiment de la bande dessinée en une page, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de la BD, il va faire des récurrences et il va interconnecter les méthodologies de strip entre elles. J'ai lu il y a longtemps, mais c'est vraiment... Alors attendez, par exemple, on peut s'attarder sur ce genre d'image. C'est vraiment complètement dingue. C'est vraiment la bande dessinée japonaise expérimentale dans son plus bel appareil. Ça va un petit peu avec Shintaro Kago, qui sont des artistes qui sont très manga dans le sens où ils ont un niveau technique de dessin de production folle, mais en même temps, il va avoir une réflexivité sur le média, avec une énorme connaissance du média. D'accord. Notamment, là, il y a un strip récurrent, si mes souvenirs sont bons, où en fait, et c'est un des trucs qui va faire évoluer le truc, où en fait, c'est l'auteur et son manga. Et regardez, en fait, là, c'est le mangaka qui est en fait possédé par un esprit qui va froisser la feuille. Et c'est le manga que vous êtes en train de lire, puisque la feuille est froissée. D'accord. Et en fait... Une espèce de petite mise en abîme comme ça. de brisage de quatrième mur. Et en fait, au fur et à mesure du temps, si mon souvenir est bon, ce fantôme est en fait responsable de cette BD, etc. D'accord. Il y a tout un truc comme ça, vous voyez, tout est interconnecté. C'est vraiment une œuvre ultra expérimentale qui se lit extrêmement bien. C'est fou la diversité de styles dedans et tout. Il y a plein de trucs, d'aspects différents du dessin, etc. Ouais, ça a l'air très étonnant. C'est vraiment une œuvre très très particulière. Je l'aurais jamais acheté si c'était pas la période où j'habitais à Angoulême, et c'était le tout début de l'édition des mangas indés. Il y avait quasiment rien. Et en plus à la bibliothèque du CIBDI, pas à la bibliothèque, mais j'avais lu tout le manga indé de la bibliothèque du CIBDI. Enfin, je dis pas ça pour me faire mousser, mais il y en avait pas des masses non plus. Et j'allais à la librairie et j'avais acheté
acheté pas mal de trucs qu'ils avaient à l'époque. Et il y avait ce bouquin que j'avais pas encore et je l'ai acheté et vraiment claque totale. Et je m'attendais absolument pas à ça, notamment à la récurrence. Je m'attendais juste à un truc un peu barré, mais ça va bien au-delà. Vous voyez, on est vraiment dans de la bande dessinée indé et qui fait référence tu vois, à sa propre histoire, etc. Ouais, il y a des styles qui font clairement écho à des choses. Enfin, moi que je connais visuellement, mais que je connais pas de nom, mais ça me dit vraiment quelque chose, par exemple. Ouais, ça, c'est justement. Ça ressemble à du Uezu, par exemple. Même, ouais, Tu sais, quand il dessine un peu cartoon, des fois. C'est même Tezuka, hein, les Oui, spécialistes avec chat, le béret là et tout, oui, t'as raison, ça fait un peu Tezuka. En même Oui, temps, en ça fait fait- un peu mascotte et tout. Enfin, ouais, il y a des. C'est le manga des années 50, c'est le manga Ouais. de l'après-guerre, 45, c'est la grande période de Tezuka et le début du Gekika justement, c'est là où en fait Tout le monde tout portait va encore les jouer. bérets. Et c'est le fameux âge d'or le premier âge d'or du béret, absolument. On D'accord, ok. va avancer. Euh, Est-ce que vous avez déjà fumé du hashish dans votre vie? Vous avez déjà goûté à la drogue? Moi jamais. Par contre, j'ai lu. Ah bah alors bon, c'est Gilbert Sheldon. Moi personnellement, bon alors moi j'aime vraiment beaucoup la BD américaine. C'est vraiment un de mes auteurs de bande dessinée, pas favori, mais j'adore. J'en aime tellement. C'est les fabuleux Freeze Brothers. C'est absolument génial. Je pense que assez peu de personnes ont lu. Il y a plein de choses à dire, mais il y a tellement de choses à prendre chez les Freeze Brothers. Si vous n'avez pas lu, allez voir. Un des Freeze Brothers s'appelle Fat Freddy et il a un chat dont il s'occupe pas très bien, on va pas se mentir, qui est le chat de Fat Freddy. Et ici, c'est un recueil des gags en une page du chat de Fat Freddy. On va pas s'étendre, c'est vraiment le début de la Linkrad, c'est vraiment la bande dessinée indépendante punk. Là, c'est pas punk, c'est plutôt Fricks. C'est un mouvement hippie, comment on dit, contre-culture, les trucs comme ça. Absolument. C'est les années 60-70, j'imagine, un truc dans ce genre. C'est peut-être un tout petit peu après. Peut-être, ouais. C'est quelqu'un Si qui... ça arrive après les Freeze Brothers, ouais, sans doute. C'est quelqu'un qui a énormément d'importance en France, notamment parce que il est installé en France et qu'il a été très ami avec plein d'auteurs de bande dessinée. C'est un mec très simple. Il tenait une librairie à Paris à une époque. Ok, ouais. Et plein de gens ont fumé des joints avec lui. Voilà, un mec vraisemblablement un mec très sympa avec une bande dessinée extrêmement technique. On n'est pas, c'est pas tellement sur les utilisations des modes de bande dessinée où c'est technique. C'est plutôt au niveau du dessin. Moi personnellement, le dessin, et vous voyez là, il y a une variété aussi qui s'installe, peut-être un peu moins virtuose que dans le truc qu'on a vu avant, mais c'est aussi une bande dessinée qui est plus lâchée, plus libre, plus autonome. Mais vous voyez ici, on a vraiment des gags à la Garfield, hein, la référence, je pense, elle peut vivre. Puis de l'autre côté, on a carrément un autre dessin avec vraiment du dessin BD, avec de la perspective, avec des trames. Tu vois, là où Garfield va se contenter de ça pendant 30 ans, on voit peut-être pas hyper bien la caméra. Ah oui, ouais. Là où Garfield va se contenter de ça pendant 30 ans, là, tu vois, t'as ça à côté, quoi. Enfin... Oui, c'est ça. Et notamment Sheldon, voilà, regardez ça, c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement créatif, qui vient à fond du fanzine et qui a reproduit le fanzine. Et vous avez pour tous les amateurs d'univers de stoner, on est à fond dedans. Ça affleure bon le chanvre bio et la musique progressive, voilà. Et les sandales en cuir. Et les sandales, tout à fait. Un des bouquins qui m'a le plus marqué à ma post-adolescence, un des artistes, j'ai dit combien de fois, mais de toute façon ça va être le gimmick du stream, un des artistes les plus importants de l'histoire de la bande dessinée. un frère que je ne connais pas, pour moi un des meilleurs artistes contemporains de la génération du dessus de nous, quelqu'un qui doit avoir 10 ans plus que nous, mais gentiment. Ouais, hein. je pense. Ouais. Et Olivier Texier, qui est connu, Texier, qui est connu sous le nom d'Olivier Texier, et aussi sous le nom de
Mavado Charon, oh, on l'a dit, la révélation, ici, pour ceux qui ne savaient pas, Mavado Charon, Olivier Texier, au Texier, la même personne. Donc, un illustrateur, dessinateur nantais, quelqu'un qui est adorable sur beaucoup de points, notamment parce que c'est quelqu'un qui fait son art sans aucune concession, compromission vers l'extérieur, hyper simple, qui a fait toujours les choix de la création plus que de la production, etc. Quelqu'un qui a un autre métier à côté, c'est vraiment adorable. C'était le Giro depuis le début. C'est Osamu Tezuka depuis le début. Tout est dessiné par la même personne. La BD, c'est un seul mec, une seule meuf. Grotesque ici. Alors Grotesque, si je ne me trompe pas, c'était édité dans Psychopathe, me semble-t-il. Donc la revue de Carali, revue hyper importante aussi. On pourra faire un numéro spécial Psychopathe, ça serait adorable. 2006. 2006. Qu'est-ce qui caractérise Grotesque? C'est de l'absurde. On a déjà vu de l'absurde, mais là c'est de l'absurde crade en plus. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça le truc qui vraiment. C'est où Il y a une espèce de simplicité. Il y a un côté quotidien aussi, je trouve, dans Grotesque. T'as l'impression, parfois t'as l'impression que c'est des gens que tu pourrais croiser. Puis ça finit toujours par dégénérer et t'es là, non, tu veux pas les croiser. En fait. C'est exactement ça ici. Regardez les enfants. Quoi? Attendez, je peux sûrement zoomer un petit peu. Hop, ici, voilà. Regardez les enfants. Quoi? Mon pied au cul, Salmôme. Ouais, bravo. Vous voyez bien qu'il ne faut pas avoir peur d'eux. Ils sont trop petits pour se défendre. Vous êtes vraiment un psy sans sas. Voilà, tout est comme ça. Il y a vraiment plein de trucs qui sont absolument crado et crétins et outranciers. On pourrait décrire de temps en temps l'humour de Texier comme transgressif pour être transgressif. Je pense que la transgression fait partie de son ADN, vraiment. Et quand on le voit avec Mavado Charon, c'est que il y a il n'est pas là pour nous montrer qu'il le fait, parce qu'il montre aussi qu'il le fait sans nous. Mavado Charon, il a vraiment réussi à garder son anonymat pendant, je pense, presque 10 ans. Moi, il y a un truc avec Texier, c'est que, tu vois, l'humour crado et tout, ça m'intéresse pas énormément, tu vois. C'est peut-être un truc que j'ai apprécié à un moment, mais voilà, quoi. Et je sais pas, c'est tellement naturel chez lui. T'as pas l'impression qu'effectivement qu'il est en représentation. Il est pas là pour provoquer les gens en fait. C'est juste, ça fait partie, c'est son humour. C'est ça. C'est comme ça qu'il fait des blagues en fait. Il n'est pas là. J'ai pas l'impression que ce soit le genre de mec qui un jour va dire ouais, on peut plus rien dire et tout. Nanana. C'est ça, et notamment c'est quelqu'un qui ne fait plus ça. Ça 2006, ça s'est marqué. Il y a 2-3 blagues. Justement celle-ci qui est drôle, mais on a des archétypes qui se retrouvent. Donc on a une femme tyrannique, etc., qui peuvent être des archétypes qui posent problème à long terme. Mais chez Texier, justement, c'est pas quelqu'un qui a continué à faire ce genre de truc, à dire ouais, vous allez pas m'empêcher de dire tout et n'importe quoi. Non, il est passé à autre chose et en même temps, il est tellement de niche que je vois mal des gens arriver pour l'emmerder. Ah, quoique, non, c'est déjà arrivé. Non, mais je pense que la question se pose d'où est-ce qu'on nous fait des gags et tout. Mais moi, j'ai l'impression. Après, je veux pas lui faire dire des choses qu'il a pas dit. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se renouvelle vachement bien, qui se pose vachement bien les questions et qui justement fait les trucs dans son coin sans. Parce que même s'il y a ces blagues-là, il y a aussi plein d'autres gags ultra transgressifs, hyper bizarres où j'ai pas envie de dire il tape sur tout le monde parce que c'est vraiment nul comme truc. Mais parce qu'en fait, il tape pas sur des gens qui existent. C'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est quand tu lis tout, tu dis ah mais en fait. Genre c'est oppressif pour personne parce qu'en fait genre c'est une détestation totale de tout ce qu'est l'individu et une obsession pour les monstres et en fait les personnes qui me montrent horribles, il y a une adoration pour elles. J'espère ne pas être dans le politiquement correct de droite en disant ça, voilà. Non mais moi je serais je sais pas, moi j'ai jamais un mouvement de recul en lisant un truc de Texier. La blague est toujours là malgré ou avec c'est ça. Vincent. C'est ça. C'est pas la blague qu'il y ait des trucs sales. Je sais pas, c'est hyper dur à définir en fait. Hein.
Enfin, moi, je pense que faut tester, faut le lire le truc. Quoi. Je pense que de ce point de vue-là, la question que tu poses est super intéressante pour faire un débat et puis aussi on pourrait l'inviter. Moi, plus ça va, plus ça continue, plus j'ai envie de reprendre les interviews et tout ça. Je voyais un truc passer de menu. Je me disais qu'il faut que je reprenne les trucs parce que je crois que j'ai envie de continuer ce genre de format. Rencontrer en interview Olivier Texier, ce serait super intéressant, lui poser ses questions. Honnêtement, il est édité chez même pas mal, qui est quand même une maison d'édition. Qui n'édite quand même globalement que des gens que je trouve plutôt genre intéressants politiquement poussés. Tu vois, il y a notre pote Lucille Gauthier, il y a le poteau Chariot Spiral qui est aussi machin. Des gens qui font attention à ces trucs-là. Il y a Tarmaz. Ouais. Oui, c'est ça. C'est des gens qui font attention à ça et c'est tenu. C'est pas du tout une caution. Hein, je veux pas du tout être en train de dire ça, mais ça va plutôt dans le sens de. C'est quelqu'un qui a fait attention à ça. C'est quelqu'un qui a ses préoccupations. Voilà, on va au devant d'un débat qui n'a pas eu lieu encore. Hein, voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et la relecture n'a pas empêché. Dans le chat, je vois MDR, le politiquement correct de droite. Mais oui, le politiquement correct, c'est toujours de droite en fait. Hein. Allez, vous étiez pas prêts. Il y a que les. Enfin bref, on va pas partir là-dessus. Quand on enchaîne les paniques morales à base de pommes de terre à droite, là, franchement, je vois pas pourquoi. Enfin bref. Voilà, en parlant de gens qui sont pas de droite, il y a Willem. Quoi. Voilà. Et puis gens qui ont fait des trucs temps et bon, on va en parler très brièvement. Très très beau livre de Willem chez Cornelius. Très 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 belle bichromie avec une couleur directe ultra intense. Je pense que c'est de la couleur directe. Je vais pas vérifier, peut-être pas en fait. Mais connaissant Cornelius, ouais, je pense. Ouais, avec je sais pas l'espèce de texture qu'il y a. Ouais, je dirais que c'est pas de l'offset et que c'est bien du ton direct. Enfin, le ton direct c'est de l'offset, mais c'est pas du CMJN. Ok, on fera un stream spécial. On fera un stream où je viendrai avec mon compte fil pour regarder les livres de très très près. Il y en a quelques-uns. Bon, on va pas se faire chier. On va en parler brièvement. Willem, c'est un artiste très important, notamment. C'est un des artistes les plus marquants du dessin de presse. C'est quelqu'un qui a vraiment fait des choses très intéressantes. Ouais. Quelqu'un qui a une production énorme, un dessin extrêmement lâché. Ici, on a un truc ultra étrange. C'est des strips, des pages uniques. Qui, chaque page, ça va être une espèce de gag sur un artiste de l'histoire de l'art contemporain. C'est ça l'art contemporain. De l'art moderne et contemporain. C'est ultra perché, c'est ultra niche. C'est un peu comme si toi ou moi, à 60 ans, on faisait un truc sur la BD indé des années comme ça, tu vois, genre mode où on s'en fiche complètement de savoir si ça parle à quelqu'un ni quoi que ce soit. Si vous n'avez pas les refs, vous pouvez aller mourir dans votre truc. Donc c'est très très beau pour le dessin. Il y a plein de refs et de questions sur l'art. C'est très politique, ça pose certaines questions. Il y a des petits côtés boomer évidemment parce que c'est Willem, c'est juste il commence à être vieux. Quoi. Voilà, c'est une autre génération. Mais Willem, extrêmement grand artiste qu'on n'aura jamais de cesse de célébrer. Et puis un grand ami de la micro-édition et des fanzines qui a été l'invité d'honneur du off à un moment pendant le festival Angoulême, etc. Non, vraiment un type incroyable. Quoi. Et qui a vachement influencé des auteurs de BD indés récents en plus. Absolument, Lucille, hein, tu as tout à fait raison, évidemment. Ça manque d'autrices comme toujours. C'est marrant, ouais, parce que moi j'ai énormément d'autrices dans ma bibliothèque là. Et pour le coup, j'ai vraiment ramené tout ce que j'ai en strip. Et je suis pas sûr d'avoir de nana dans le tas. Bon, alors très brièvement, Flash Gordon, donc t'en parlais tout à l'heure, c'est dans le bas des revues des revues des journaux américains. C'était des strips, c'était diffusé en strip sous cette forme-là. Il y avait, là c'est une édition qui a réédité les trucs, mais à la base c'est des strips. Il y avait des titres. Je sais plus comment c'était, mais il y avait un grand titre et il y avait 4 cases ou quelque chose comme ça. Donc c'est en fait. C'est possible que ce soit des demi-pages aussi, parce que ça dépend de.
Tu sais, t'as Ah, des c'est strips le où c'était doute. genre des demi-pages et tout. Enfin, ça dépend. Regarde, vraiment. non, voilà, Ah, ouais, c'est- d'accord. c'était Ça comme a été ça. recomposé. C'était comme ça. Il Ouais. y avait un titre. Regarde, c'était grand comme ça. Et ce qui est fou, c'est que j'ai eu la chance de voir une planche il y a très longtemps de ça. De voir Alex en Raymond. vrai une planche d'Alex Raymond. Les amis, C'est énorme, hein. C'est grand, c'est large comme ça. Je sais pas si Ouais. c'est large comme ça. C'est grand comme ça. Et toutes les trames sont au pinceau. Voilà, Ouais. c'est fou pour tous les amateurs de pinceau et de C'est technique. pas lui qui faisait poser toute sa famille là, dès qu'il y avait un truc en costume et tout, dès qu'il devait Ah, dessiner un truc. C'est possible. Des grands malades quoi, vraiment des. Tiens. Alison Bechdel. Ah mais oui, putain, shit. Attends. Oui, c'est vrai, bon. ouais. Alors, L'aiguille bah, à je te- suivre je te qui a laisse- été je- édité il n'y a je pas si l'ai. longtemps que ça en France. Il est là. Ah oui, Ah évidemment. bah voilà, heureusement que Oui, t'es là. oui. Heureusement que vous nous le Bah précisez, voilà, ouais. merci. Génial. Œuvre magistrale et bouleversante à beaucoup de points, d'une modernité qui fait rougir un peu. Donc c'est une bande dessinée d'Alison Bechdel, qui est une grande autrice américaine, et ça, c'est la particularité d'être le premier tome d'une compilation de strips hebdomadaires, enfin de pages hebdomadaires qu'elle publiait, d'un très grand feuilleton qu'elle publiait dans une revue féministe militante lesbienne, me semble-t-il, universitaire américaine, et dans lequel elle présente des portraits de femmes, et chaque personnage est une espèce d'archétype exactement comme tu le présentais, qui va évoluer au fur et à mesure Qui du va temps. s'étoffer au fur et à mesure des strips, etc. Ben, les Américains, ils ont une vraie grande tradition du strip, donc c'est pas étonnant qu'on en trouve autant. Bretéché aussi, ouais, bien sûr. Je scoque. Voilà. Ouais, Bretéché, évidemment. Flèche d'Ordogne. Putain, en vrai. Flèche d'Ordogne. Oui, on pourra faire un numéro spécial si tu veux, mais je pense que, en fait, en gros, pour l'ADA de la revue, n'hésitez pas on peut en discuter, Lucille, n'hésite pas à nous faire signe, à Guy ou à moi, Ouais. pour les idées. Moi j'ai Si fait. t'as des idées d'émissions. On a fait ça hier soir. Ouais. On n'est pas du tout, c'est pas du tout une excuse, hein. Donc c'est juste pour dire que tout est construit au fur et à mesure, et tout est à construire et à améliorer. C'est vrai qu'on pourra se refaire une émission avec que des autrices de strip si vraiment on veut compenser. On va aussi, je pense qu'on va aussi continuer, et puis on va Ouais. finir par parler un maximum de trucs. Bretéché, je la gardais notamment pour les revues, et puis pour Ouais. tout ce qui est les années 70-80. Je crois que j'avais mais tout, on peut tout reparler autant de fois qu'il faut, hein. Vous avez des bons fonds. Non, mais c'est pas une excuse, hein. Ça sera jamais une excuse. Voilà, donc une œuvre vraiment magistrale. C'est une lecture qui change vraiment la vision des choses, notamment si vous avez la moindre politisation. Ça fait quand même un peu pâlir de voir qu'il y a des gens qui, dans les années 90, maîtrisent les discours contemporains, et que ça soit pas uniquement au niveau du féminisme, mais aussi au niveau de l'écologie. C'est des choses qui sont quand même assez terrifiantes. C'est un langage très contemporain, c'est extrêmement intéressant. Ça se lit ultra facilement. Ne vous risquez peut-être pas, si vous n'êtes pas très anglophone, à la VO, qui est sûrement bien mieux écrite, mais c'est un gros niveau d'anglais. Je dis ça parce que j'ai une VO ici. Moi, mon niveau d'anglais est pas bon, mais bon, impossible pour moi. Il doit y avoir pas mal de termes familiers, d'argot, de trucs comme ça, qui doivent rendre la lecture un peu compliquée. C'est quelqu'un qui a des prétentions littéraires, et donc elle a c'est un anglais très littéraire, donc ça colle, beaucoup de slang, tout à fait. Et ben écoutez, on va terminer par une dernière personne, oui, voilà. que vous connaissez toutes et tous évidemment, Zad Kokar, Todzi, livre auto-édité dans sa propre structure, édité par lui
et sa sœur, Garance Coquart, deux artistes extrêmement importants de la scène indépendante strasbourgeoise, hein, actuelle. Zad Coquart, c'est un artiste qui travaille depuis des années sur un univers, et Todzi, c'est une série de strips au début improvisés puis centrés dans un univers de l'ordre onirique dans lequel on circule. Dans lequel on circule, c'est entre des angoisses kafkaïennes et un univers de rêve total. C'est entre Fred Carrément, Fred, ouais, et ouais. Kafka. Ouais. Moi, ce que j'adore avec les strips de Todzi qu'a fait Zad, c'est le renouvellement graphique tout le long du bouquin. Là, il utilise ses empreintes digitales pour faire une espèce de trame. Là, on dirait qu'il a découpé des fonds d'enveloppe pour avoir une trame mécanique. Là, il a dessiné un motif en feuille d'épinard ou je sais pas quoi. Il y a ces petits tampons là, à chaque fois pour donner la date. Donc ça commence en 2016 et ça finit, je sais plus, en 2018, un truc comme ça. Et de temps en temps, voilà, il y a des trucs complètement gratuits, de motifs comme ça, en même temps qui rappellent un peu l'eau. Là, il y a une thématique de l'eau. C'est un putain de régal ce bouquin. En plus, il est super bien édité. Moi, il m'a filé ça, j'étais sur le trottoir en bas de chez lui. C'était genre le trafic de bouquins rares sous le manteau. C'était vraiment, tu vois, c'est un moment aussi, quoi, ça va avec le livre. Et genre, c'est un putain de bouquin. Et tu sais à quoi ça m'a fait penser, bizarrement? Non. Ça m'a fait penser à Lapino, le premier bouquin Lapino Ah oui, ouais, d'accord. merde, les patates de Trondheim. Les carottes de Patagonie. Exactement, avec, sans doute à cause du côté improvisé au début et ce côté dessin un peu presque obsessionnel qu'il peut y avoir dans le premier Lapino, comme ça, où il avait cette espèce d'objectif d'apprendre à dessiner. Bon, là, c'est pas du tout le même objectif, hein, parce que il dessine, là, c'est pas qu'il apprend à dessiner, c'est qu'il dessine. Et donc, t'as ce côté un peu. Et en plus, il y a un lapin. Peut-être que ça m'a. Peut-être que c'est ça qui m'a raccroché les wagons, je suis en train de me rendre compte, mais oui, il y a le lapin, putain. Et non, bah voilà, enfin, graphiquement et l'histoire, raccroche les wagons et tout, il y a cette satisfaction d'avoir une fin qui n'est pas toujours le cas avec justement des trucs en strip. T'as une espèce de conclusion que moi j'ai trouvé satisfaisante et tout, où les choses se raccrochent et tout à la fin. Et non, c'est un putain de bon bouquin, belle page de garde. Et puis ouais, un truc auto-édité, que vous pouvez encore d'auto-toilé. Que vous pouvez encore trouver sur son site, j'imagine. Oui, j'imagine qu'il en a encore. N'hésitez Et en pas librairie à à Strasbourg, j'ai vu qu'il y avait des dépôts et tout. À Paris aussi, c'est sûr. Ouais. Et je sais pas où, mais... Super bouquin pour conclure le truc. N'hésitez pas à faire vivre la scène strasbourgeoise. Ouais. Il y a moult choses. On espère que ce format vous a plu. Ouais. N'hésitez pas à nous faire des retours par nos mails. Pas les mails, moi je trouve ça nul, mais vous pouvez faire aussi par mail, mais par Facebook ou par Discord. C'est là où on est le plus joignable. N'hésitez pas à nous faire des propositions pour la suite. La suite aura lieu lors de... Normalement, il y aura peut-être des épisodes avant. Si on arrive à caser d'autres épisodes avant la programmation officielle du festival, peut-être un. Ça serait On verra. On peut faire ça. On peut faire ça. Ça aidera à faire grossir la chaîne avant de lancer vraiment le truc. Tout à fait. Oui, c'est vrai que ça serait bien ça. N'hésitez pas à proposer. Moi, je reste un petit peu sur mon idée que il faut continuer à faire des programmes. Vous avez vu, là, on était 12 aujourd'hui, enfin 10 aujourd'hui comparé à 6 la dernière fois. Ouais, on sera combien le prochain et puis on a gagné pas mal d'abonnés. Et ainsi de suite. Continuez à partager la chaîne. Nous, on va essayer de faire du contenu. N'hésitez pas à nous proposer du contenu. Que ça soit des choses comme ce qu'on a fait là avec Guy, ou que ça soit des choses beaucoup plus simples, comme le petit stream que j'ai fait avant. Il y avait moins de gens. Moineau, bienvenue sur cette chaîne. Merci pour le follow.
N'hésitez pas à nous faire part des sélections, n'hésitez pas à nous faire des retours si on a oublié ou dit des conneries. On est alors ravis de pouvoir interagir avec vous. Et puis voilà. Ouais, super. Moi, du coup, je vais y aller. Ouais, ça marche. Mais moi, je vais arrêter aussi, comme ça on débriefe vite fait. Moi, je vous proposerais bien un truc pendant que vous êtes là. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on se retrouve pour un petit Gartic Phone là? Vous n'êtes pas chaud, un petit Gartic Phone sur la chaîne? Ça serait cool, ça, non? Alors, moi, ce que je te propose de faire, si tu veux, avant de commencer le Gartic Phone, c'est... Je vais couper. De toute façon, je vais couper pour faire un tronçon. On en reparlera. Et en tout cas, merci tout le monde d'être venu là et d'avoir participé, c'est hyper cool. C'était un scandale, j'ai contacté le CSA. Yes. Gartic Phone, c'est un jeu de dessin en ligne auquel vous allez pouvoir participer ensemble. Moi, il faut que je rentre parce qu'il ne faut pas que je loupe le... Lizou, tu peux... en gros, il y a une petite cloche, me semble-t-il. Tu cliques dessus et ça sera pour nous follow. Alors, ne confondez pas sur Twitch. Il y a deux choses. Il y a l'abonnement et le follow. Le follow, c'est ce qui est l'abonnement sur la plupart des trucs. Et l'abonnement, c'est payant sur Twitch. Mais ne le faites pas. Ne vous abonnez pas. Surtout, ça serait une erreur. La moitié de l'argent que vous donnez lors des abonnements est directement reversé à Jeff Bezos dans une petite poche qu'il a sur le côté. Donc il n'a pas besoin de votre argent, ne donnez pas. Achetez le bouquin de Zad ou achetez des revues si vous voulez soutenir les streamers. Voilà. Appuyez sur le petit cœur, c'est ça. Et les streameuses évidemment. Mais abonnez-vous parce que ça vous permet de... pas abonnez-vous justement, pardon. Followez parce que ça vous aurez toutes les notifications. Et puis à chaque fois que vous allumerez Twitch, vous aurez sur le côté... la liste de vos abonnements, donc appuyez sur le petit cœur en bas, voilà. Lizou a trouvé. Ah, trop bien. Et comme ça, vous aurez les alertes. Dès que Central sur sa chaîne lancera un live, vous aurez un mail, etc. Voilà, super. Putain, bien fait de demander en fait. J'étais là, ils ont déjà dû tous s'abonner et tout. Bah non, même pas. Like and follow les enfants. C'est ça. Merci, ça fait vraiment. Cool. N'hésitez pas à partager. Plus il y aura de gens pour le festival, plus ça sera cool. Et puis bon, en tout cas, vraiment ravi de voir que le format vous a plu. On reviendra avec Guy. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de formats comme celui-là pour faire. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'une très très bonne connexion. Moi ici, j'ai une connexion très faible. Je suis à 0,9 pour ceux qui comprennent en upload. Donc pour moi, c'est vraiment le strict minimum. Et à partir de là, vous pouvez envoyer quelque chose d'assez correct, puisque vous avez quand même été 13 à nous suivre. Donc je pense que c'était acceptable. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Peut-être que je relance avec un restream. Et puis pour ceux qui seront là, tant mieux. Et puis pour les autres, on vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous. Allez, bye les gens.